Chunk One. En 1973, Harvey Korman gagnait 25 000 $ par épisode dans l'émission de Carol Burnett. C'est à ce moment-là que tout a mal tourné. Il a commencé à ignorer les blagues de Tim Conway, à gâcher des scènes et à se comporter de manière totalement incontrôlable. Carol a vu sa propre émission s'effondrer à cause du comportement d'un seul homme. Après qu'Harvey lui ait claqué la porte au nez, Carol a décroché le téléphone et a passé un appel qui a tout changé. Elle l'a renvoyé immédiatement, mais ce qu'Harvey a fait ensuite a été encore plus surprenant. La véritable histoire va vous choquer. Carol Burnett est née le 26 avril 1933 à San Antonio, au Texas. Son père travaillait dans un cinéma et sa mère écrivait des publicités pour des studios. Tous deux voulaient être écrivains, mais ils buvaient trop et cela a tout gâché. Quand Carol n'avait que quelques années, leur consommation d'alcool avait causé des disputes, des séparations et une profonde pauvreté. Son père s'est retrouvé sans emploi et a disparu pendant de longues périodes. Il est mort jeune en 1954 à seulement 46 ans, seul dans un hôpital de charité. Sa mère est également décédée à 46 ans en 1958 après des années de boisson et de crise de colère. Carol se souvenait de la façon dont sa mère lui criait dessus quand elle était d'être ivre, la blâmant pour des choses qui n'avaient aucun sens. Son père, même ivre, était doux. Le chaos à la maison lui faisait peur, mais elle l'a utilisé pour alimenter son imagination. Elle a dit plus tard que la douleur l'avait rendue drôle. En 1986, elle a écrit comment sa mère lui avait dit un jour « Tu peux toujours écrire, peu importe ton apparence ». Ça l'a blessée. Mais Carol a transformé cette douleur en sketchs qui ont fait rire les gens. Quand Carol avait 7 ans, en 1940, elle et sa grand-mère ont déménagé dans une pension de famille hollywoodienne délabrée sur Yucca Street. Ce n'était qu'une seule pièce sans cuisine ni salle de bain et elle devait utiliser des toilettes au bout du couloir. Elle survivait avec 30 $ par mois d'aide sociale, volant parfois du papier toilette dans les cinémas, parce qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter des produits de première nécessité. Carol a dormi sur un petit canapé jusqu'à l'âge de 21 ans. Elle suspendait les vêtements à la barre de douche parce qu'il n'est. Il n'y avait pas de placard. Mais malgré tout cela, sa grand-mère, qui aimait la musique, chantait avec elle à la table de la cuisine. C'est là que la voix de Carol s'est développée. À l'âge de 9 ans, elle pouvait faire son célèbre cri de Tarzan. Les autres personnes dans l'immeuble étaient également des rêveurs pauvres, des acteurs, des écrivains et des musiciens. Chunk 2. Ainsi, même dans la misère, il y avait une étrange forme d'espoir. Le divorce de ses parents est survenu à la fin des années 1930, quand elle avait environ 5 ans. Son père a complètement disparu et sa mère disparaissait pendant des jours dans des beuveries. Carol était surtout laissée avec sa grand-mère. Seule, elle a commencé à inventer des histoires. Elle a même inventé une sœur jumelle nommée Karen en 2e année, vers 1940. Elle se changeait, grimpait à l'échelle de secours et agissait comme si Karen était réelle. Le jeu l'a épuisée, alors elle a laissé Karen disparaître. Sans jouet, elle utilisait les films pour s'échapper. Quelques années plus tard, en 1944, sa mère a eu une autre fille, Chrissy, d'une liaison, ajoutant encore plus d'instabilité. Quand Carol a obtenu son diplôme de Hollywood High en 1951, elle a utilisé un mystérieux don de 50 $ pour s'inscrire à l'UCLA. Elle craignait de finir comme sa mère, mais elle était déterminée à briser le schéma. Des années plus tard, ses souvenirs désordonnés sont devenus des sketchs hilarants dans son émission. Quand elle avait environ 12 ans, vers 1945, il s'est passé quelque chose qui est resté avec elle pour toujours. Elle a trouvé sa mère évanouie sur Hollywood Boulevard, marmonnant et complètement à côté de la plaque. Les gens passaient, regardant fixement. Ce moment l'a hantée. Sa mère a continué à essayer de se désintoxiquer, mais ça n'a jamais duré. Elle criait, cassait des bouteilles et accusait Carol de choses qui n'étaient pas réelles. Carol a témoigné devant le tribunal en 1941, qualifiant sa mère d'ivrogne hostile. Plus tard, sa propre fille,
Aaron a également lutté contre la dépendance. Après 8 séjours en cure de désintoxication et une tentative de suicide en 2020, Carol a dû prendre la garde de son petit-fils, Dylan. C'était comme regarder l'histoire se répéter. Dans ses mémoires de 1986, elle a parlé de ses schémas et de la façon dont il l'avait fait se battre plus fort pour rester loin de l'alcool et utiliser sa douleur dans sa comédie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1941 et 1945, Carol et sa grand-mère étaient extrêmement pauvres. Elle cherchait de la nourriture et survivait grâce au fromage du gouvernement. Les films sont devenus leur seule évasion. Pour 25 cents, elle regardait des films comme « Autant en emporte le vent encore et encore ». Carol aimait particulièrement se faire passer pour Scarlett O'Hara. Elle regardait 3 films par semaine et rêvait d'être sur scène. Chunk 3. Elle rapportait parfois du papier toilette des cinémas parce qu'elle n'avait pas les moyens d'en acheter. Pendant les coupures de courant de 1923, elle s'asseyait dans le noir en chantant des harmonies pour calmer leurs nerfs. Ses rêves de Broadway ont commencé pendant ces années-là. En 1954, quelqu'un qu'elle connaissait à peine lui a donné un prêt de 1 000 $ pour déménager à New York. Elle est partie pendant l'ouragan Carol, une tempête aussi sauvage que sa vie. Et cet argent a tout changé. Carol est allée à Hollywood High School à la fin des années 1940 et a terminé en 1961. Elle était dans des pièces de théâtre scolaire, malgré le fait qu'elle était victime d'intimidation à cause de ses vêtements d'occasion et de sa pauvre situation de vie. Un jour, un professeur l'a vue jouer et l'a encouragée. Cela l'a changée. Elle a cessé d'être timide et a commencé à croire qu'elle pouvait faire rire les gens. Elle et sa grand-mère vivaient toujours dans une seule pièce, toujours pauvres, rêvant toujours. Les films étaient leur évasion chaque semaine. Les personnages qu'elle a créés plus tard dans son émission sont tous issus de ses premiers jours, de douleurs mêlées d'humour. Quand Carol avait 16 ans, vers 1949, elle a découvert quelque chose qui l'a bouleversée. Sa mère avait menti sur son âge pour continuer à recevoir des allocations d'aide sociale. Cela s'est révélé lors d'une vive dispute dans leur minuscule pièce. Cela a donné à Carol l'impression qu'elle ne pouvait faire confiance à personne. Leur chèque d'aide mensuelle de 50 $ les maintenait à flot. Mais tout était maintenu ensemble par des mensonges et la peur. Elle a quand même continué à aller de l'avant, demandant des bourses d'études et essayant de s'accrocher à l'espoir. Elle a obtenu son diplôme avec mention et s'est concentrée sur le journalisme. Des années plus tard, elle a écrit sur cette trahison dans son livre « One More Time ». Cela l'a profondément blessée, mais cela lui a donné du cran. Au début des années 1950, Carol a travaillé au Warner Brothers Theatre en tant qu'ouvreuse, gagnant seulement 65 cents de l'heure. Elle et sa grand-mère vivaient dans un studio à 30 $ par mois et s'en sortaient à peine. Après ses quarts de travail, elle se faufilait dans le théâtre et regardait les comédies de Lucille Ball. Elle les a mémorisées. Elle a étudié le timing et les mouvements de Lucy, apprenant à être drôle sans dire un mot. Elle s'est fait prendre une fois pour avoir laissé quelqu'un voir un film 2 fois. Chunk 4. Mais au lieu d'avoir peur, elle s'est sortie de là en usant de son charme. Ses petits boulots, qui lui rapportaient peut-être 20 $ par semaine, payaient ses frais de scolarité à Luciella. Mais plus que de l'argent, ils lui ont offert une porte de sortie. Des années plus tard, elle a travaillé avec Lucille Ball à la télévision. La fille qui volait autrefois du papier toilette faisait maintenant rire les gens aux côtés de son idole. En 1951, elle a commencé à Luciella avec une bourse de journalisme. Les frais de scolarité n'étaient que de 43 $ par semestre, et ce mystérieux don de 50 $, là, ça a des anesthésies sans sonner, l'a aidé à se les offrir. Au début, elle était calme et incertaine. Puis, en 1952, un professeur l'a vue jouer en classe et lui a dit qu'elle était faite pour le théâtre. Ce moment a tout changé. Elle a changé de spécialisation et a trouvé sa voie. Lors d'une fête, en 1954, elle a fait un sketch sur le fait de fourrer des biscuits dans son sac à main et quelqu'un lui a offert un prêt de 1 000 $ sans aucune condition.
Elle a quitté l'UCLA avec un diplôme d'associé en art après avoir joué dans des productions scolaires comme South Pacific. Ses notes de 1953 existent toujours, montrant à quelle vitesse elle est passée de la peur à l'intrépidité. Même pendant ces années, la vie était encore difficile. Des années 1940 aux années 1950, Carol et sa grand-mère volaient du papier toilette dans les cinémas parce qu'elles n'avaient pas les moyens d'en acheter. Leur chèque d'aide sociale de 50 $ ne couvrait pas la nourriture ou l'hygiène. Au Warner Brothers Theater, Carol glissait des rouleaux dans son sac. Si elle était prise, elle risquait une amende de 100 $. Elle mangeait également les restes de poulet et partageait les restes. C'était humiliant, mais cela lui a fait comprendre les gens. Plus tard, elle a transformé ses souvenirs en sketches, comme sa parodie de publicité pour du papier toilette des années 1970. Ce qui était autrefois une honte est devenu de l'or. En 1954, elle a quitté l'UCLA et a déménagé à New York en utilisant ce prêt anonyme de 1000 $. Elle a d'abord séjourné à l'hôtel Algonquin pour 9 $ la nuit, mais l'argent s'est épuisé rapidement. Elle a trouvé une place au Rehearsal Club, une pension bon marché pour les femmes qui essayaient de percer dans le show business. Le loyer était de 18 $ par semaine et comprenait la nourriture. Elle a fait de petits boulots, comme être ouvreuse, et a auditionné dès qu'elle le pouvait. Elle a appelé sa famille en pleurant plus d'une fois, mais quand elle a entendu un reportage sur l'ouragan Carol, elle l'a pris comme un signe pour continuer. Chunk, 5 ans. En 1955, elle a obtenu sa première occasion en tant que petite amie d'un mannequin de ventriloque dans l'émission Paul Winchell et Jerry Mahoney. La même année, elle s'est produite dans la revue du Rehearsal Club et des stars comme Celeste Holm sont venues la regarder. C'était une petite lumière dans l'obscurité, mais ce n'est pas devenu facile tout de suite. Le milieu des années 1950 a été rempli de rejets. Les réalisateurs ont dit qu'elle était trop simple, pas assez glamour. Elle s'est sentie comme un échec et a même pensé à mettre fin à ses jours. En 1958, sa mère est décédée et cela l'a frappée fort, mais elle a continué à jouer. Une parodie de chanson qu'elle a écrite, I Made a Fool of Myself over John Foster Dulles, je me suis ridiculisée à cause de John Foster Dulles, est devenue virale avant que le terme viral n'existe. Elle a été diffusée dans le Tonight Show et le Ed Sullivan Show, et même Dulles lui-même en a ri. Ce moment l'a empêché d'abandonner. En 1960, des chasseurs de talent l'ont vue au Blue Angel Supper Club et ont ouvert des portes qui allaient tout changer. Sa véritable percée n'est pas survenue en 1955 comme certains le pensent. C'est en 1969 avec Once Upon a Mattress. Elle a joué la princesse Winterfred et sa comédie physique, escaladant des échelles, faisant des saltos, lui a valu d'être appelée une princesse clown. La pièce Off-Broadway a été jouée 244 fois et a rapporté plus de 500 000 $. Elle a été transférée à Broadway et, en 1960, elle a été nominée pour un Tony Award. Plus tard, elle a fait des versions télévisées en 1964, 1972 et même 2005. Cette seule émission a prouvé qu'elle avait sa place. Pendant ces années à New York, elle a vécu avec 18 $ par semaine. En 1957, elle et sa colocataire partageaient les pourboires et proposaient dans un salon de thé juste pour s'en sortir. Un jour, elle s'est évanouie pendant les répétitions à cause de la faim. Un médecin lui a dit qu'elle ne consommait pas assez de protéines. Cela lui a rappelé qu'elle avait 7 ans, pauvre, affamée et effrayée. Mais elle a continué. Cette même douleur l'a aidée à créer le Carol Burnett Show, qui a été diffusé de 1967 à 1978 et a remporté 25 Emmy. En 1968, CBS a rapporté que 10 millions d'Américains étaient sous-alimentés. Carol savait ce que c'était. Elle l'avait vécu. En 1957, elle avait commencé à apparaître dans des émissions de télévision. Elle était dans le Tonight Show et le Ed Sullivan Show, où elle interprétait ses chansons parodiques, Chunk 6.
Ses imitations attiraient 20 millions de téléspectateurs par épisode. En 1959, elle a rejoint le Gary Moore Show et est apparue plus de 300 fois. Carol Burnett n'avait que 26 ans quand tout a changé. C'était le 11 mai 1969 et elle est montée sur la scène du Phoenix Theatre pour jouer la princesse Winifred dans une comédie musicale intitulée Once Upon a Mattress. Cela a commencé off-Broadway, mais sa performance était si folle et pleine d'énergie que les gens n'arrêtaient pas d'en parler. Bientôt, le spectacle a été transféré à l'Alban Theatre à Broadway et a continué pendant 470 représentations. Personne ne s'attendait à ce que cette fille inconnue brille de cette façon. Mais le charme de Carol était impossible à ignorer. La même année, elle a discrètement remboursé un mystérieux prêt de 1 000 $ qu'elle avait utilisé pour se rendre à New York. Elle avait promis de le faire et elle a tenu sa promesse. Elle était pauvre, jonglant avec de petits rôles à la télévision en parallèle. Mais ce rôle a mis son nom sous les projecteurs et lui a même valu une nomination pour un Tony Award. Dans les coulisses, cependant, les choses n'étaient pas toujours joyeuses. Carol s'est heurtée au réalisateur, George Abbott, qui n'aimait pas la façon dont elle ajoutait son propre style à la performance. Elle exagérait les scènes, en particulier son entrée marécageuse et désordonnée, et cela le rendait furieux. Ils se sont beaucoup disputés, et à un moment donné, elle a failli être renvoyée. Le spectacle a déménagé dans 4 théâtres différents, et finalement, en juin 1960, Carol a été remplacée par Ann-V. Davis. Après plus d'1 an dans le rôle, ce n'était pas un adieu propre. Elle était épuisée, sous-payée et entourée de changements constants dans la distribution et l'équipe. Mais à travers ce chaos, Carol a appris à quel point Broadway pouvait être dur. Et elle a aussi découvert sa propre voix. Cette voix s'est fait entendre plus fort en 1962 lorsqu'elle a remporté son premier Emmy pour son travail sur le Gary Moore Show. Elle faisait partie de l'émission depuis 1959, faisant des sketchs hebdomadaires qui faisaient rire des millions de personnes. L'un de ses personnages, une femme de ménage triste mais douce appelée la Charwoman, était inspiré de la propre grand-mère de Carol, qui nettoyait en rêvant de jours meilleurs. Le personnage est devenu si aimé qu'elle l'a joué dans plus de 30 épisodes. À peu près à la même époque, Carol est également apparue avec Julie Andrews dans un spécial musical intitulé Julie and Carol at Carnegie Hall, qui a remporté encore plus de prix. Mais derrière les projecteurs, elle souffrait. Son premier mariage s'était terminé cette année-là, et elle avait discrètement subi une fausse couche douloureuse en 1965. Pourtant, elle a continué à jouer même quand son cœur était brisé. En 1964, elle a fait ses débuts au cinéma dans une comédie intitulée Who's Minding the Store avec Jerry Lewis. Chunk 7. Elle y jouait l'amoureuse excentrique. Mais malgré le succès du film au box-office, elle n'a été payée que 10 000 $. Jerry Lewis a gagné plus de 10 fois ce montant. Cette injustice s'est gravée dans la mémoire de Carol et l'a poussée à se battre pour les droits des femmes dans le show business. Elle venait d'épouser le producteur Joe Hamilton l'année précédente, et pendant qu'elle faisait rire les gens, elle était également confrontée à un système qui ne traitait pas les femmes de manière égale. Son premier mariage avait été difficile. Elle a épousé Don Soyan en 1955, alors qu'ils étaient tous les deux jeunes et fauchés à New York. Ils ont partagé le prêt de 1 000 $ qui l'avait amené dans la ville. Mais à mesure que la renommée de Carol grandissait, Don est devenu amer. En 1960, les choses s'effondraient. Il réalisait de petits films oubliables alors qu'elle devenait une star. Ils se sont séparés et ont officiellement divorcé en 1962. Cette rupture a été douloureuse et publique. Carol devait cacher de la nourriture dans son sac juste pour s'en sortir. Mais elle s'est ressaisie et, en moins d'1 an, elle a épousé Joe Hamilton, l'homme qui allait l'aider à façonner son plus grand tournant de carrière. Ce tournant s'est produit le 11 septembre 1967. Carol a choqué les dirigeants de CBS en exigeant sa propre émission de variété. Elle avait trouvé une ancienne clause dans son contrat de 1962
qui disait que la chaîne lui devait une émission ou 250 000 $. Il ne croyait pas qu'elle pouvait mener une émission de variété. C'était considéré comme un jeu d'homme. Mais Carole a tenu bon. Elle a obtenu son émission et l'a faite sienne. Chaque semaine, elle répondait aux questions du public et jouait dans des sketchs amusants qui se moquaient des feuilletons et de la vie quotidienne. Les gens ont adoré. L'émission a attiré en moyenne 18 millions de téléspectateurs au cours de la première saison. Mais ce n'était pas facile. CBS a essayé de la pousser dans de mauvais créneaux horaires, espérant qu'elle échouerait. Ils n'aimaient pas son style et lui ont même suggéré de la rendre plus sexy. Un dirigeant lui a dit de porter des jupes plus courtes ou d'ajouter plus de piquant, mais elle a refusé. Elle a failli démissionner le 15 octobre 1967, mais des lettres de fans ont afflué, plus de 120 chaque semaine, et cela lui a donné la force de continuer. Chunk 8. L'émission a connu des problèmes au début. Les audiences étaient faibles, les budgets ont été réduits et la production a été retardée de 3 mois en 1968 en raison de grève. Mais Carole n'a pas abandonné. Elle a même utilisé son propre argent pour donner des primes de 500 $ à l'équipe lorsqu'elle n'était pas payée. En 1969, l'audience avait dépassé les 20 millions de personnes. Elle avait prouvé que tout le monde avait tort, en particulier dans un monde où seulement 2 émissions menées par des femmes ont même survécu pendant cette décennie. Carole a soigneusement choisi sa distribution et en 1967, elle a tenté sa chance avec une fan de 19 ans nommée Vicki Lawrence. Vicki ressemblait un peu à Carole et cela fonctionnait parfaitement pour les sketchs sur une famille bruyante et dysfonctionnelle. Au fil du temps, la distribution s'est élargie avec des acteurs comme Lial Wagner et Tim Conway. Tim a causé le chaos en sortant si souvent du script que les enregistrements ont pris du retard parce que tout le monde riait trop fort. Harvey Korman était un autre acteur clé, bien qu'il se soit souvent disputé sur le plateau. Carole a essayé de maintenir la paix en offrant de petites primes pour garder le moral. Cette chimie a porté ses fruits. La distribution a remporté de nombreux prix, même si les tensions couvaient sous la source l'envers sous la surface. De grandes stars sont également venues à l'émission. En 1967, Durwood Kirby s'est présenté et a essayé de changer le script, provoquant un blocage de 2 heures, jusqu'à ce que Carole transforme ce moment en un sketch d'improvisation hilarant. Jerry Lewis est arrivé en 1969 et est complètement sorti du script pendant 10 minutes, ruinant presque l'enregistrement. Mais Carole a toujours trouvé un moyen de transformer le désordre en magie. Sa célèbre robe à tringles à rideaux de la parodie de 1976 d'Autant. En emporte le vent est devenu légendaire et avait été assemblé en seulement 2 jours. Certains invités, en particulier les femmes, étaient moins bien payés et en 1972, l'émission était confrontée à des poursuites concernant le crédit et les droits. Mais l'émission a continué à bien fonctionner. En 1969, pendant la saison 3, l'émission a finalement remporté un Emmy pour la meilleure série de variété. Mais Carole n'était toujours pas autorisée à réaliser. Les dirigeants pensaient que les femmes ne pouvaient pas gérer une équipe de 50 hommes. Elle a réalisé 3 épisodes de toute façon en utilisant de faux noms. La même année, CBS lui a offert $1 million juste pour qu'elle démissionne, parce qu'ils avaient peur que son succès ne bouleverse les vieilles idées. Elle a refusé. L'émission a continué de croître et a remporté 25 Emmy avant de se terminer en 1978. Pendant ce temps, Carole élevait sa fille Carrie, née en 1963, tout en luttant contre le sexisme et en dirigeant l'une des émissions les plus appréciées de la télévision. Son mariage avec Joe Hamilton, l'homme qui l'a aidé à construire son émission, a commencé comme un rêve. Ils ont eu 3 filles ensemble. Chunk, 9. Carrie en 1963, Judd en 1967 et Aaron en 1968. Mais avec le temps, la consommation d'alcool d'Hamilton est devenue un problème grave. Carole avait grandi avec des parents alcooliques. Son père était doux, mais brisé par l'alcool, et sa mère devenait cruelle quand elle buvait.
Revivre cela, cette fois avec son mari, c'était comme revivre ses pires souvenirs d'enfance. À la fin des années 1970, leur mariage s'effondrait. Ils ont divorcé en 1944. Il avait été infidèle, selon les rumeurs, et elle s'est retrouvée seule à élever les filles tout en gérant son émission et sa vie publique. En 1981, le National Enquirer l'a faussement accusée d'être ivre en public. Elle a intenté une action en justice et a gagné 1,6 million de dollars qu'elle a fait don à des œuvres caritatives. Cette victoire n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait de dignité. En 1976, sa fille Carrie n'avait que 13 ans lorsqu'elle a commencé à consommer des drogues, de l'herbe, des tranquillisants, de la cocaïne. Carole a dû se battre pour son enfant. Elle l'a envoyée en cure de désintoxication 3 fois avant qu'elle n'ait 17 ans. Un médecin a comparé la vie de Carr à celle de Janis Joplin, la mettant en garde contre un avenir mortel. Ce moment a tout changé. Carrie est devenue sobre en 1980 et a plus tard coécrit des pièces de théâtre avec sa mère, transformant la douleur en quelque chose de beau. Mais la tragédie a frappé à nouveau. En 2002, Carrie est décédée d'un cancer à seulement 38 ans. Elle avait commencé à fumer à l'adolescence et la maladie s'est propagée rapidement. D'abord à ses poumons, puis à son cerveau. Carole était anéantie. Elle venait de terminer d'écrire une pièce ensemble basée sur l'enfance de Carole et elle a été créée après la mort de Carrie. Carole a plus tard écrit un livre intitulé Carrie and Me, partageant leurs lettres et le profond amour qu'elles partageaient. Le chagrin était insupportable, mais elle a trouvé un moyen de transformer ce chagrin en lumière pour les autres. Nous sommes en 1973 et quelque chose d'inattendu ébranle l'une des émissions de comédie les plus appréciées d'Amérique. Dans les coulisses du Carol Burnett Show, Harvey Korman, habituellement le régulier drôle et charmant, a commencé à se comporter comme une personne complètement différente. Il s'est présenté à une répétition en costume complet d'Elvis Presley, mais il n'y avait aucun humour dans son humeur. Il a rabroué ses co-stars. Chunk, 10. Il a ignoré les improvisations de Tim Conway, a gâché des scènes et a même mis la vedette invitée, Petula Clark, si mal à l'aise qu'elle a failli partir. Les membres de l'équipe ont chuchoté qu'il était hors de contrôle. Carol Burnett, qui avait toujours fait preuve de gentillesse, n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Elle a plus tard admis que son comportement l'avait fait gaffer ses propres répliques à plusieurs reprises pendant le tournage. Puis est venu le point de rupture. Un après-midi de novembre, après une autre répétition tendue, Carol s'est dirigée directement vers la loge d'Harvey. Portant encore sa perruque et sa combinaison d'Elvis, Harvey n'était pas d'humeur à parler. Il lui a dit de se mêler de ses affaires. Elle a tenu bon, essayant d'expliquer comment son attitude blessait tout le monde. Mais Harvey s'en fichait. Il a claqué la porte au nez si fort que les accessoires à proximité ont vibré. Les gens au bout du couloir l'ont entendu. Carol est restée là, abasourdie. C'était la première vraie confrontation qu'elle avait jamais eue comme ça en 7 saisons. Elle n'a pas attendu. Juste après le déjeuner, elle a décroché le téléphone et a appelé l'agent de Harvey. Calmement mais fermement, elle a dit qu'il était viré. Avec effet immédiat, après l'enregistrement de cette nuit, elle a expliqué qu'être impoli envers les invités et les membres de la distribution n'était pas seulement un manque de professionnalisme, cela allait à l'encontre de tout ce que l'émission représentait. Harvey, qui gagnait 25 000 $ par épisode à l'époque, était soudainement dehors. Il faisait partie de l'émission depuis 1967, mais maintenant c'était fini. Mais pas pour longtemps. Après que l'émission ait terminé l'enregistrement cette même nuit, Carol lui a annoncé la nouvelle en personne et quelque chose a changé. Le visage d'Harvey s'est décomposé. L'homme qui venait de lui claquer la porte au nez quelques heures plus tôt s'est maintenant excusé, presque paniqué. Il a demandé ce qu'il pouvait faire pour rester. Carol lui a lancé un défi. Reviens lundi prochain en souriant, en sifflant et en traitant tout le monde avec gentillesse. Elle ne pensait pas qu'il le ferait, mais lundi est arrivé. Et Harvey n'est pas seulement entré,
Il a sauté dans le couloir, a dansé dans son bureau et a sifflé comme un écolier. Chunk, 11. Il lui a donné un gros câlin et juste comme ça, ils étaient de retour. Ce moment est devenu un souvenir amusant entre eux. Carol a même accroché une plaque sur sa loge qui disait « Monsieur Happy-Go-Lucky », une petite blague pour lui rappeler. Cela a fonctionné. L'ambiance sur le plateau s'est améliorée. Les gens ont souri davantage. Les disputes ont cessé. Harvey lui-même a dit plus tard que le renvoi l'avait changé. Il est resté dans l'émission pendant 5 années de plus et les sketchs n'ont fait que s'améliorer. En 1982, quelques années après la fin de l'émission, Carol a assumé un rôle auquel personne ne s'attendait. Elle est devenue Miss Hannigan, la méchante directrice d'orphelinat ivre dans Annie. C'était un énorme changement par rapport à son personnage de télévision attachant, et les gens ont été choqués de voir à quel point elle s'en est bien sortie. Ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est que pendant le tournage, elle venait de subir une opération de la mâchoire. Son visage était encore enflé et elle pouvait à peine parler, mais elle s'est quand même présentée. Bandage et tout, prononçant ses répliques tout en essayant de ne pas rire à travers la douleur. Le film a rapporté plus de 57 millions de dollars et Carol est repartie avec une nomination aux Golden Globes. Des années plus tard, en 1990, elle a de nouveau fait les gros titres, cette fois au tribunal. Une chronique de Potin de 1976 avait écrit qu'elle s'était enivrée dans un restaurant et s'était disputée avec Henry Kissinger. Rien de tout cela n'était vrai. Carol ne buvait même pas et elle avait passé sa vie à dénoncer l'alcoolisme, elle a donc poursuivi le National Enquirer. C'était risqué. Peu de célébrités avaient jamais gagné de tels procès, mais elle l'a fait. Un jury lui a accordé 1,6 million de dollars, bien que cela et s'en ait été réduit plus tard dans le cadre d'un règlement. L'affaire a changé la façon dont les tabloïds écrivaient sur les stars. Carol n'a pas seulement défendu son nom, elle a marqué l'histoire. Elle est revenue à Broadway en 2003 avec Moon Over Buffalo, obtenant une nomination au Tony après 30 ans d'absence. Mais les lumières de la scène ne racontaient pas toute l'histoire. Dans les années 1980, elle avait souffert d'un trouble brutal de la mâchoire qui la laissait dans une douleur constante. Chunk, 12. À un moment donné, elle ne pouvait boire qu'à la paille. Cette douleur avait persisté pendant des années, mais d'une manière ou d'une autre, elle ne l'a jamais laissé transparaître sur scène. Elle a continué à culbuter, à rire et à faire sourire les gens, même quand cela lui faisait mal de bouger sa mâchoire. En 1986, elle a publié ses premières mémoires, One More Time. Et pour la première fois, le monde a vu ce qu'elle avait vécu. Elle a parlé de son enfance dans la pauvreté pendant la Grande Dépression. Son père est décédé en 1954 et son enfance avait été remplie de solitude et de négligence. Elle et sa grand-mère s'en sortaient seules dans un minuscule appartement. Elle devait parfois voler du papier toilette, mais les films lui offraient une évasion. Assise dans ses cinémas sombres, elle a trouvé son rêve. Des années plus tard, ce rêve lui a valu 25 Emmy Awards. En 2001, à l'âge de 68 ans, Carol a de nouveau surpris tout le monde. Elle a épousé Brian Miller, un musicien de 23 ans son cadet. Ils s'étaient rencontrés en 1993 lors d'une de ses performances. Et même si les chroniqueurs de Potin s'en sont donnés à cœur joie avec l'écart d'âge, les deux leur ont prouvé qu'ils avaient tort. Mais, seulement 2 mois après le mariage, la tragédie a frappé. Sa fille Carrie est décédée d'un cancer du poumon à seulement 38 ans. Carol était dévastée. Mais Brian l'a soutenue, la poussant à terminer une pièce sur laquelle ils avaient travaillé avec Carrie. Ce genre d'amour l'a aidé à survivre au pire moment de sa vie. Puis, en 2016, à 82 ans, elle s'est tenue sur scène aux Screen Actors Guild Awards. Tina Fey et Amy Poehler l'ont présentée, la qualifiant de pionnière. Carol a reçu le Life Achievement Award et pendant son discours, elle a parlé de s'être fait dire au début de sa carrière que les femmes n'étaient pas drôles, mais elle leur avait prouvé le contraire à maintes reprises. Elle avait fait rire des millions de personnes, bâti une fortune de 45 millions de dollars et changé la comédie pour toujours.
Quand elle a tiré son oreille, son signal secret à sa grand-mère, cela a ressemblé à un remerciement silencieux à l'endroit où tout avait commencé. En 2023, à l'âge de 90 ans, elle surprenait encore les gens. Dans une rare interview, elle a admis que l'un de ses plus grands regrets était de ne pas avoir assumé plus de rôles dramatiques. Elle avait refusé Tendres Passions en 1983, un film qui a remporté l'Oscar. Elle s'est sentie cantonnée à la comédie et a souhaité avoir osé en sortir plus souvent. Dans Better Call Saul, elle a finalement eu la chance de jouer quelque chose de sombre et de sérieux. Chunk, 13, et cela a rappelé à tout le monde ce qu'elle pouvait faire. Et dans sa paisible maison de Palm Springs, entourée de souvenirs, elle a continué à travailler. Ses mémoires de 2016 sur le Carol Burnett Show sont devenus un best-seller du New York Times. Elle a regardé à nouveau chaque épisode, accélérant certaines parties, riant à d'autres et notant tout. Le livre lui a valu un Grammy pour le livre audio. Elle a partagé les coulisses du chaos, les secrets des costumes, et même une histoire troublante sur un invité qui a quitté le plateau en trombe sous l'influence de drogue. Cette maison, cet endroit paisible, est devenu son studio. Même à 90 ans, elle produisait de nouvelles émissions, poursuivant toujours la prochaine histoire.